Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo filmée avec le Canon EOS R3 et le 16 mm 2.8. Donc on a eu plein d'annonces aujourd'hui, on a eu l'annonce du R6 Mark II dont on va parler dans cette vidéo, du Fujifilm X-T5, dont je parlerai dans une autre vidéo, voilà, et du Mavic 3 classique, je sais pas si j'en parlerai ça par contre, et du Fujinon, je sais pas si j'en parlerai, du XF 30 mm 2.8 macro, mais macro vraiment réel. C'est même pas un macro, comment dire ça rapport 1.2, c'est un rapport 1.1, ce qui est assez exceptionnel pour un 30 mm. Donc voilà, il faudra que je vois ça, l'objectif m'intéresse beaucoup. Mais ici, on est là pour parler du Canon EOS R6 Mark II, et c'est pour ça que j'ai sorti mon R3, même si elle me servira aussi à faire d'autres vidéos pour faire des petits tests avec, comparé un petit peu à mon XH2 que je trouve assez génial. Et donc le R6 Mark II, si vous voulez savoir assez rapidement ce qu'il met sur la table, c'est une plus évolution du R6, même si on a un nouveau capteur. C'est plus une espèce de correctif de tout ce qu'elle n'est pas dans le premier R6, avec des compromis différents, par exemple de la 7.4, pour avoir quelque chose de, comment dire ça, peut-être moins ambitieux en termes de mégapixels, mais peut-être plus simple à utiliser, et avec des caractéristiques qui gêneront peut-être un petit peu moins en vidéo, même si on reste chez Canon, donc on a plein de petits problèmes qui existent et qui sont uniques à Canon. Mais voilà, si vous avez un R6 et que vous adorez votre appareil photo, je ne vais pas vous conseiller d'acheter cet appareil photo, à part si vous voulez un deuxième R6 parce que vous adorez ça, peut-être que ce sera une solution. Déjà pour moi, la petite douche froide, c'est que l'appareil photo coûte quand même relativement cher. Il coûte 2899 €, donc il est plus cher maintenant que le A7 IV, avec moins de définition, avec moins de types d'enregistrement différents, à savoir que lui, il va pas avoir d'enregistrement non compressé, mais il y a quand même des petites choses qui sont intéressantes et que j'aimerais bien voir arriver sur le R3, parce que bien évidemment, c'est un petit peu plus l'appareil photo professionnel pour l'instant de Canon que le R6 Mark II. Donc commençons par le capteur. Il y en a qui disent que c'est un dérivé du capteur du R3. Alors, à la base, bien sûr que oui, parce qu'ils vont pas faire un 24 millions de pixels et se dire on va sortir quelque chose de différent. La matrice est exactement la même, puisqu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de différent. Mais contrairement à celui du R3, il n'est ni, comment dire, pixel, donc, et il n'est pas allumé par l'arrière. Comment dire ça? Donc l'électronique est toujours basique, comme on l'avait sur le R5, le R6, tout ça. D'ailleurs, le R3 reste le seul appareil photo Canon à avoir le même type de technologie que ce qu'on trouve par exemple chez Sony ou chez Fuji, puisque c'est des capteurs Sony. À savoir que ça permet à plus de lumière de rentrer sur le capteur facilement, donc d'avoir un meilleur rendement. Et on n'a pas le capteur empilé du Canon EOS R3. Il en reste qu'apparemment c'est le capteur qui n'est pas empilé, qui a le meilleur rolling shutter qui existe pour l'instant. Donc lorsque vous voudrez faire de la photo en obturateur électronique ou de la vidéo, ce sera quand même déjà un très bon appareil photo, et c'est déjà une grosse évolution par rapport au R6, qui avait un rolling shutter qui n'était pas forcément exceptionnel, surtout pour un capteur de 20 millions de pixels, et qui le mettait un peu à l'amende vis-à-vis des autres appareils photo. Donc ça, c'est corrigé, donc c'est assez cool. En termes d'évolution, en gros, c'est comme si en photo, on va, comment dire ça, parler de ça comme ça, on prenait le R7, à part le capteur bien évidemment, et on mettait tout ce qu'il y a dans le R7 et qu'on le mettait dans le R6. C'est encore une évolution par rapport au R3, puisqu'il va avoir le même type de calcul de la surchauffe, où on a une barre qui se charge et vous savez à quel moment vous allez avoir l'appareil photo qui surchauffe. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant pour anticiper la surchauffe et peut-être dire c'est le moment de faire une pause, donc prendre 5 minutes de pause avant d'avoir à prendre beaucoup plus de temps de pause dû à la surchauffe de l'appareil photo et plus pouvoir faire grand chose avec. Donc ça vous permettra éventuellement de faire ce qu'il faut au moment important pour pouvoir faire en sorte que l'appareil photo marche correctement. Donc aussi du coup on a les mêmes façons de marcher de l'autofocus du Canon EOS R3 qui sont très intéressantes, à savoir que maintenant le suivi peut s'enclencher dans n'importe quel mode, ce qui est vraiment très bien, à savoir que lorsque vous appuyez sur votre bouton qui vous sert à aller dans le menu de sélection des zones, vous avez accès à la fois à un petit menu qui vous sert, lorsque vous arrivez sur les zones, qui vous sert à augmenter ou diminuer la taille en largeur ou en hauteur des zones, donc faire votre zone personnalisée
ou 3 zones personnalisées, puisqu'il y a 3 types de zones, donc ce qui est assez intéressant. Et en plus, on a, une fois qu'on va dans les menus, en appuyant sur un bouton, donc ce ne sera pas comme le Canon EOS R3 où c'était FN2, un autre bouton, je sais plus lequel c'est, mais un bouton vous permettra d'activer directement le suivi sur toutes les zones. Après, vous pourrez bien évidemment dans les menus en plus activer via une touche, mais ça marche de manière un peu différente puisque c'est spontanément en appuyant sur la touche que le suivi va se faire la prochaine fois que vous ferez l'autofocus et il va plus tard s'arrêter. Tandis que là, il sera tout le temps présent. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux, mais bon, ça reste de la technique, mais ça reste du coup un appareil photo très intéressant pour, pour faire de la photo. Voilà, tout simplement. On a 40 images par seconde, mais Canon a fait le choix, là j'ai la liste des spécifications, a fait le choix de faire en sorte que le R6 ne fasse que, c'est de l'obturation électronique que à 12 bits. Donc je ne sais pas pourquoi. Avant, il me semblait qu'il faisait du 14 bits, tant qu'on était avant les 12 images par seconde, et après les 12 images par seconde, on passait sur du 12 bits. Je crois même qu'on passait sur du 13 bits à un moment donné, et ça se modifiait un peu de manière assez étrange à un certain nombre d'images. Mais là, c'est tout le temps 12 bits, donc il faudra le savoir, vous aurez tout le temps une qualité réduite, à savoir que même, par exemple, le A7 IV a ses 14 bits tout le temps, même en RAW compressé. Donc là, voilà, pour pouvoir permettre à la Rafale de marcher correctement et le buffer aussi de marcher, et vu qu'on a que des cartes SD dedans, eh ben, il faut que Canon fasse en sorte que l'appareil photo sorte moins, et peut-être aussi c'est pour que les gens trouvent encore un intérêt à avoir le R3. Donc j'espère que peut-être ce mode 40 images par seconde, mais pas en 12 bits, en 14 bits, se retrouvera dans le Canon EOS R3, puisque comme il a un capteur empilé, bien évidemment il a de la puissance en plus, et je pense qu'il pourrait, avec son capteur 24 millions de pixels, faire un petit peu mieux, donc c'est 40 images par seconde. Après, qu'est-ce que j'en sais, mais ça pourrait être intéressant. Donc du coup, côté photo, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres évolutions que ça. Hein. On a le même genre d'autofocus que sur le R3. Bien évidemment, ce ne sera pas la même sensibilité puisque c'est pas un capteur, éclairé par l'arrière. Donc, ça influence aussi l'autofocus. Et une chose que je sais pas d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est sur le R7. Donc si vous le savez et si ça vous intéresse, dites-le moi. Est-ce que maintenant le R7 a cette option que j'ai sur le R3, à savoir de pouvoir faire l'autofocus à ouverture réelle, enfin la prévisualisation pardon de l'autofocus, de l'autofocus et surtout du viseur à ouverture réelle, ce qui n'était pas le cas avant et qui pouvait poser des problèmes, mais qui faisait que tout le monde croyait que l'autofocus de Canon était vraiment meilleur que les autres, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Mais sur le R3, ça y est, et donc c'est vraiment pour moi un grand plus de pouvoir visualiser directement la profondeur de champ et le vignettage, et je ne sais pas si c'est présent ici. Donc je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait savoir en mode photo. Je suis pas sûr, mais je crois aussi qu'il a le mode qui permet à la stabilisation de mettre le capteur à l'horizon, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Mais passons en vidéo. Et donc ça reste une évolution du Canon EOS R6. Donc on a ce rolling shutter qui est vraiment bon, donc ce sera vraiment un gros avantage si vous voulez faire de la vidéo avec. On a du 4K jusqu'à 60 images par seconde, et cette fois il n'est pas du tout croppé. Bon, après le Canon EOS R6, j'allais dire R5, c'est pour ça que j'hésite. Le Canon EOS R6 a toujours eu juste un crop de 1,07 tout le temps, comme d'ailleurs le 1DX Mark III. Du coup là on n'a plus du tout de crop, mais c'était pas forcément un problème je pense sur le R6 puisqu'il avait toujours le même crop. Mais là vous êtes vraiment en plein format cette fois, et cette fois l'avantage c'est que contrairement au R6 où il n'y avait pas d'oversampling sur le 60 images par seconde, là on a du 6K tout le temps puisque le capteur 24 millions de pixels nous permet ça, alors qu'avant on n'avait que de l'oversampling 5K. Il en reste que après tous les modes sont exactement les mêmes en vidéo standard, à savoir qu'on va être toujours sur le mode où on est en MP4 lorsqu'on n'est pas on est en H264 pardon, lorsque on est sans Canon log, on passe en H265 lorsqu'on est en log, et on passe sur les 10 bits lorsqu'on est en log. Mais lorsqu'on n'est pas en log, on est toujours en 8 bits 420. Et je vous le rappelle, hein, le mode 10 bits, c'est pas pour avoir une meilleure qualité en visionnage. Si vous voulez juste visionner sans retoucher, vous n'utiliserez jamais de 10 bits. Je parle de ça parce que j'ai souvent la question en mode, j'arrive pas à lire mon 10 bits, pourquoi ?
parce que c'est pas un codec fait pour la lecture de vidéo, c'est un codec fait pour la retouche, enfin la retouche et bien évidemment le montage, voilà, tout simplement. Et donc là, on reste vraiment sur IPB où on aura par exemple la 60 images par seconde lorsqu'on n'est pas en log, 230 mégabits par seconde, et lorsqu'on sera en log, 340. Et après, on sera sur quelque chose de divisé par 2 lorsqu'on arrive à 25 et 23,98 images par seconde. Donc voilà, et que de l'IPB, pas de Holei par exemple comme sur le R5 ou sur le Canon EOS R3. Sur le PQ, c'est pareil que sur le, le log, donc on aura aussi le 10 bits 422. Et puis voilà. Mais il faudra l'uniformiser, bien évidemment, au montage, enfin l'uniformiser. Si vous voulez utiliser votre HDR en lecture écran standard, hein, pas HDR, il faudra le conformiser. Voilà. Et donc, du coup, ce qui va changer vraiment, c'est que je l'avais vu ici, voilà, la vidéo à haute fréquence, enfin haute image, donc directement ralenti en Full HD, on aura 180 images par seconde, 150 images par seconde, 100 images par seconde et 119 images par seconde. Donc, on n'est pas sur ce que fait le R3, à savoir avec la dernière avec la dernière mise à jour, pardon. Sur les 240 images par seconde, oui, parce que j'ai un peu trop anticipé ce que j'allais dire, mais on est quand même à 180 images par seconde, mais apparemment on n'a pas de 4K 120 images par seconde. Voilà, c'est ce que disent les spécifications. Donc voilà, on reste sur ça. Du coup, on a quand même des choses intéressantes en vidéo. On pourra, même si on a toujours l'écran qui, n'a plus certains affichages lorsque vous enregistrez, et ben là maintenant on a les fausses couleurs en plus, ce qui est vraiment pas mal. Fausses couleurs avec un descriptif Canon de ce que font leurs fausses couleurs, hein, puisque c'est pas forcément les mêmes choses tout le temps. À savoir, si vous le savez pas, c'est une description colorée de la scène avec une description attachée pour savoir où sont vos hautes lumières, vos basses lumières, et pour voir comment exposer correctement avec des couleurs qui sont différentes de la réalité. Donc vous verrez mieux tout ce qu'il y a. Et donc ça s'affiche tout le temps. Bah, c'est mieux en vidéo au final. On a aussi maintenant la compensation du focus brushing ou de la variation comme on a chez Sony, qui ne fonctionne pas avec toutes les optiques, donc il faudra voir la compatibilité. C'est un truc que j'espère qui rentrera dans le R3. Donc voilà, en vidéo, on est sur quelque chose de mieux, mais pas de révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait sur le premier R6 au final. Une autre chose qui va être vraiment intéressant pour finir, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses. Oui, si, avant de finir, il y a la nouvelle griffe accessoire qu'on a sur le R3, le R7, le R5C, qui nous permet d'utiliser le module Tascam qui permet d'avoir 4 canaux, donc 2 XLR, un jack 3.5, c'est ça. Et donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant puisque ça vous permettra d'avoir l'audio en 24 bits directement dans votre Canon EOS R6 Mark II. Donc c'est aussi compatible avec les micros Canon. Donc c'est quelque chose d'assez cool au final. D'ailleurs le Tascam c'est un accessoire qui va aussi là-dessus. Mais ce qui était dommage, et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté sur le R3, moi je me demande toujours si les accessoires qui permettent d'adapter le Tascam, parce qu'il est compatible Fuji, Canon et Nikon, si l'adaptateur est trouvable en spare pour pouvoir en fait avoir juste un adaptateur XLR pour tout. Bon, ça n'a rien à voir, mais du coup il y a l'intérêt de pouvoir avoir ça sur le R6 Mark II. Et une autre chose dont j'avais pas parlé du coup, et qui va être assez intéressant, mais même je pense que c'est une des choses les plus intéressantes auxquelles il manquait sur les R5 et R6, c'est l'autonomie au final. Moi j'ai acheté le R3 en partie parce que je voulais une batterie qui tienne beaucoup plus longtemps que un R5 ou R6, et là c'est le cas maintenant. Ils ont permis à leurs écrans de consommer beaucoup moins. Donc en fait l'écran du viseur et l'écran que vous regardez, permettent maintenant à l'appareil photo d'avoir 50% d'autonomie en plus. Donc c'est le jour et la nuit par rapport à un R5 ou un R6, ce qui est assez génial. Par contre,
le viseur sera exactement le même que le R6, donc 0.076, et vraiment 0.76, hein, parce que le XH2 à 0.80, mais c'est quand on pousse le dioptrie au maximum, ce qui est un petit peu de la triche, mais là on est vraiment sur 0.76, et ce sera la même chose sur tous les Canon, même le Canon EOS R3, même si son œilleton est beaucoup plus gros. Donc je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses en plus à vous dire. Il ne va pas y avoir beaucoup de plus de choses. Je vous ai dit qu'il y avait un très très bon rolling shutter, qu'il y avait de la 6K, que la rafale était à 40 images par seconde, mais en 12 bits. Voilà, il y a 2 SD dedans, comme sur le Canon EOS R6. Et si, maintenant, la dernière chose, c'est que l'ergonomie physique a légèrement changé pour pouvoir faire en sorte, alors c'est un changement perpétuel chez Canon, c'est de changer d'épaule pour mettre le on-off. Maintenant, le on-off est du côté droit, donc au-dessus de la molette qui sert la molette arrière, hein, puisque vous pouvez régler ce que vous voulez dessus. Moi, ce serait la vitesse, ou en mode semi-automatique, ce serait la composition d'exposition. Et ben, vous avez le on-off ici, et de l'autre côté, là où était le on-off, maintenant vous avez le switch photo-vidéo, ce qui est super intéressant parce que vous avez les modes d'exposition PSAM, ce que vous n'aviez pas avant sur le Canon EOS R6. Donc de ce côté-là, l'appareil photo n'est plus, comme je le disais, un appareil photo pour enfants en vidéo. Vous pouvez tout faire autrement qu'en manuel ou en ISO auto, ce qui est assez intéressant. Alors j'espère que c'est pas comme sur le R3 où on est quand même obligé d'être tout le temps en ISO auto. Et voilà, je vais m'arrêter maintenant là-dessus. J'en ai dit assez. Et puis voilà, il y a bien évidemment des tests qui sont dessus. Et voilà, c'est quand même un très très bon appareil photo, mais je trouve qu'il est quand même assez cher à 2900 €. Il aurait été, je pense qu'il aurait eu tout bon s'il était par exemple placé un peu en dessous de la 7.4, à savoir à, on va dire, 2600 €. Ouais, c'est ça, puisqu'il est à 2700. Ah oui, il est à 2700 Ah oui, ça lui fait vraiment beaucoup plus cher, puisqu'il est 200 € plus cher au final que le A7 IV, le R6 Mark II. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup pour un capteur qui est moins défini, avec certes de la 60p, qui est, je vais y arriver, qui est, qui n'est pas croppé comme dans le Canon, le Sony A7 IV. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais un peu me reposer après ça, donc je vais faire quand même ma vidéo sur le XT5, mais voilà, un très très bon appareil photo, avec le C-Log 3, ce qui est encore dommage, puisqu'on n'a toujours pas le C-Log 2 dans un appareil photo, mais je serai le premier au courant, parce que le jour où un R5 ou R6 a le C-Log 2, je l'aurai sur le R3, donc ce sera assez génial. Je vais vous laisser là-dessus. Très très bon appareil photo, peut-être un petit peu cher, mais qui a des composants et qui est beaucoup mieux fini au final que le R6, et qui, ça a beaucoup moins de défauts à attaquer. Et donc, voilà, à part le prix, c'est très très bien, mais le seul truc que je dirais, pour dire un truc négatif pour finir, c'est que c'est l'appareil photo que Canon aurait dû sortir directement à la place du R6, voilà, qui n'aurait même pas fait d'ombre, encore une fois, au Canon EOS R5, et d'ailleurs Canon l'a compris, puisque le Canon EOS R5 n'a pas de changement, puisqu'il était déjà bon. Maintenant qu'il n'a plus de surchauffe, ça marche encore mieux. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil, en espérant que vous allez bien.